Ruizinc, c'est un plaisir de vous voir à Lisbonne. C'est la ville où vous êtes né, vous avez grandi, où vous êtes devenu écrivain et professeur à l'université. Alors, pour un écrivain, est-ce que c'est un privilège de vivre près de ses racines? Non. Pour un écrivain, c'est très moche et très méchant. Mais Pourquoi? pour un Portugais, c'est formidable parce que je suis encore près de ma maman. D'accord, mais est-ce que vous êtes plutôt portugais ou écrivain? Tout d'abord, vous êtes... Non, portugais. Écrivain, c'est un hobby. Portugais, c'est existentiel. C'est une condition, c'est une maladie, si vous voulez. Alors, parlez-moi de cette maladie, d'être portugais. C'est pas très différent de la maladie d'être serbe ou d'être français ou d'être américain. C'est peut-être... c'est simplement que vous ne pouvez pas échapper à l'endroit où vous êtes né. Et ça, soit l'endroit, soit l'époque. Et c'est dans cette croisière entre temps et géographie que nous bâtissons nos idées, notre vision du monde, notre façon de nous émouvoir, d'aimer, d'haïr. Et c'est comme ça, c'est une condition à laquelle je crois qu'on ne peut pas échapper. Mais vous ne voulez pas échapper non plus? Vous n'avez pas le désir d'échapper de cette condition? Quand j'étais jeune, j'avais cette envie d'échapper. C'était une époque très, très moche pour être portugais. Une chose typiquement portugaise, c'était d'avoir honte d'être portugais, de vouloir être un autre. Pour citer Fernando Pessoa, je veux être un autre. Et ça, c'était une très bonne définition. Et quand j'étais jeune homme, aux années 70, je voulais vraiment échapper. Et je suis allé un peu partout dans l'ambition de devenir un autre à travers les voyages. Et ça n'a pas marché. C'est une deuxième condition d'être portugais, c'est la frustration permanente. Portugal je zemlja koja ima bogatu tradiciju jeretičke satire, kojoj se pridružio i savremeni autor Ruizinc sa svojim romanima, pozorišnim komadima, esejima i grafičkim novelama. Ruizinc rođen je 1961. u Lisabonu, gde je završio studije književnosti, a kasnije je postao profesor na univerzitetu. Objavio je 30-ak naslova, od kojih su kod nas prevedeni Božji dar i ugrađivanje straha, druga knjiga tetralogije o krizi i o retorici užasa savremenog sveta, koji je započeo naslovom Turistička destinacija, a zaokružio knjigom Kost. Ruizinc promišlja vreme u kome živimo sa njegovim vrtoglavim promenama, društvenim nasiljem, manipulacijama i ratovima. Sve to posmatrajući današnji svet sa velikom dozom humora i prefinjenog cinizma. Vous êtes né au début des années 60. C'était la période de la dictature. C'était la période de Salazar. Est-ce que les enfants à cette époque pouvaient sentir qu'il y avait de la dictature ou c'était tout simplement la pauvreté? Tous les enfants sentaient qu'il y avait une dictature. Parce qu'on le voyait dans les parents qui chuchotaient, les parents qui avaient peur, les parents qui tremblaient chaque fois qu'ils voyaient une figure d'autorité. Cette dictature, elle était dure comme celle à l'Espagne ou non? La grosse différence entre l'Espagne et le Portugal, nous sommes voisins et très semblables,
c'est qu'en Espagne, tout est plus grandiose. L'Espagne est plus grandiose pour le désastre, pour la tragédie, et Franco était beaucoup plus bouché que Salazar. Mais c'était une dictature avec une police politique et qui emprisonnait les gens sans raison. Alors là, j'étais très chanceux parce que mon grand-père maternel était le représentant de la science dans un petit quartier de Lisbonne et il y avait des bouquins chez moi. Il y avait des livres chez moi et je pouvais les lire. Vous lisez. Quelles étaient vos lectures pendant la jeunesse? Il y a beaucoup d'écrivains portugais, il faut le dire, que vous ne les connaissez pas, mais qui étaient formidables. À cette époque-là, on lisait les classiques brésiliens au Portugal aussi. Et à partir d'un moment, Stendhal, les classiques portugais, Eça de Queiroz, etc. Et à partir d'un moment, si vous voulez vraiment un canon contemporain, je peux dire Truman Capote, un grand styliste. Vous écrivez à partir du Portugal, mais la scène de votre prose est beaucoup plus large. Ça dépend du livre. Ça dépend vraiment du livre et du sujet. Je crois que personne n'est très bon à expliquer ses propres livres, mais pour moi, ça m'intéresse un sujet et j'essaie de trouver la veste qui va mieux avec ce sujet. C'est vous qui choisissez. C'est jamais vous qui choisissez les sujets. Il faut qu'un choix m'arrive. Ce qui se passe, des fois, c'est que je suis attentif, je regarde les choses, j'ai mon nez dans l'air, je flaire, et il y a un moment où je trouve un parfum, une odeur qui m'intéresse et qui commence à marcher dedans moi, dedans mon corps, à me donner une sensation physique. Et c'est cette sensation physique, à partir de quelque chose qui n'est pas très précise, que je commence à donner une forme, à trouver une forme pour ça. Et il y a un autre exemple pour l'écrivain que j'aime être et que je crois que ça m'est arrivé, par exemple, avec l'installation de la peur. Žena je odmah shvatila kako elokventni, elegantni čovek u odelu neće odustati i ne odustaje. Vi znate da je ugrađivanje straha patriotski cilj. Naredba broj 359/13, dekret 8. U svim domovima strah treba da bude ugrađen u roku od 120 dana. Jeste li čuli za ovaj dekret? Niste? A za naredbu? Da, to je važno. Događaj godine. Ključno za dobro funkcionisanje. A ključno za dobrobit svih nas jeste da ugrađivanje straha bude blagovremeno i uredno sprovedeno i da rokovi integracije budu ispunjeni. Žena provuče prste kroz kosu, nervni tik. Neki bi u tome videli gest zavođenja ili podsvesni izraz ženske erotske zainteresovanosti, pa nije baš uvek tako. Elegantni čovek koji je, kako smo videli, rečit, nastavlja. Vi razumete, zar ne? Alors, vous écrivez des phénomènes de la vie moderne. Et j'aime bien votre titre. Je le trouve génial. L'installation de la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde. Est-ce que c'est l'écho du temps où nous vivons ou qu'est-ce que c'est? La seule chose que je peux dire, c'est que j'étais là et j'avais les yeux ouverts et j'avais l'émotion adéquate pour écrire le bouquin. Peut-être qu'il y avait d'autres écrivains fâchés, comme moi j'étais fâché, mais ils n'étaient pas attentifs. Vous étiez fâché contre quoi? J'étais fâché contre l'installation de la peur très réelle qui était en train d'exister au Portugal, introduite par l'Europe communautaire et par l'Allemagne. C'était l'époque de la Troïka, 2010-2011, et c'était un moment où il y avait une envie de punir les pigs,
Les pigs, c'est pour moi une grosse insulte et que je ne pardonnerai jamais. Parce qu'une chose importante pour un écrivain, c'est de ne jamais pardonner. Jamais pardonné? Jamais pardonner parce que Pourquoi? pigs, ça veut dire cochon, porc, est devenu un acronyme presque scientifique, utilisé soit en Europe communautaire, soit dans le Financial Times, soit dans CNN, soit dans les couloirs du pouvoir du monde. Il parlait des pigs, que c'était Portugal, P de Portugal, I d'Irlande, G de Grèce et S d'Espagne. Et ça, c'était les cochons. C'était un acronyme infâme, parce que les acronymes peuvent être infâmes, qui désignait les pays paresseux et qui méritaient d'être punis. Et à ce moment-là, on a eu la Troïka et on a eu, toute cette violence psychologique, violence du discours. Et on a eu un gouvernement au Portugal dont le Premier ministre a dit on va aller plus loin que la Troïka. C'est-à-dire faire des réformes structurelles et tout ce discours économique du nous collectif pour payer la dette et du moi individuel pour bénéficier de l'argent, toute cette construction d'une insécurité, d'une peur économique, ça, c'était ce qui m'a agacé. Parce que je comprends... C'était le déclic pour faire ce livre, C'était le déclic, parce que je ne comprends pas beaucoup d'économie, mais je comprends beaucoup sur les mots. Alors je voyais qu'il y avait que cette guerre était aussi une guerre de mots. De mots technocrates, de mots apparemment bien. Il faut bâtir le futur, on ne peut pas arrêter le progrès, il faut vraiment abandonner les vieilles idées, etc. Alors j'ai dit, je peux partir dans cette bataille. Alors cette bataille qui est dans ce livre commence quand les deux agents du gouvernement sonnent à la porte d'une femme qui vit avec son enfant. Et ces deux agents ont la directive de l'État d'installer la peur dans les murs. Ils le font. Ils installent la peur dans les murs et ils disent que c'est pour le bien de chaque citoyen. Alors c'est très cynique, à la fois, ça fait peur. Si je pouvais, tous les années, je ferais un bouquin avec un commencement si évident, si brutal que celui-là. Et si simple, c'est presque un cliché, c'est presque idiot. Parce qu'après, dans le bouquin, il y a je convoque toutes les façons de faire la peur et tous les clichés qui sont dans la tête du lecteur. Souza nit romori, nit govori. Karloš nastavlja. Strah anestezira. Strah sinestezira. Strah leči, strah peče, strah olakšava, strah ispunjava. Tu bi Souza mogao da bude svedok. Ne tako davno banka mu je ponudila kredit za letnju plastičnu operaciju, a njemu je baš to trebalo, zar ne, Souza? Souza nit romori, nit govori, nit grokće, nit reži, ali se slaže. Ekonomski strah je lep, nastavlja Karloš, a bolji od ekonomskog straha, ovde upada Souza, je samo ekonomski užas. On pourrait faire la liste des peurs qui sont convoquées dans ce livre. En premier lieu, c'est l'économie, le marché, le terrorisme, les guerres, etc. Et puis, il y a des peurs primales. C'est la peur de l'autre, la peur de la maladie, de la folie. Alors, est-ce qu'il y a un segment de notre vie où la peur n'existe pas? Oui, je crois, quand on raconte une blague, quand on sourit, quand on tombe amoureux, il y a heureusement au bout de nos jours beaucoup de moments où la peur n'existe pas. Mais
C'est très difficile de trouver ces moments. Il y a des époques qui sont plutôt propices à avoir plus de peur et des époques qui sont moins propices. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une réinstallation de la peur avec les guerres. L'Europe communautaire est en train de commencer à désinvestir dans la culture et à investir double, 4, 5 contre les menaces. Et on redevient une société militariste. On ne croyait pas que ça allait arriver, mais c'est revenu. Et bon, il faut l'accepter. Ce n'est pas avec un texte qu'on peut combattre des forces si puissantes. Mais on peut se moquer et on peut utiliser leurs armes pour les faire tomber. Je trouve ça très intéressant parce que dès que les gens ont peur, ils deviennent obéissants. Alors c'est très utile pour les sociétés de mieux contrôler les gens. Et oui. Les gens qui ont peur, alors vous pouvez faire n'importe quoi avec eux. Oui, oui. En plus, les gens deviennent plus lentes. Les gens surtout arrêtent, non seulement ont une réaction physique, mais aussi ont une réaction à la cervelle. Elles commencent à penser moins bien. Et ça, c'est très drôle parce que le même langage, on voit dans le langage militaire, on voit dans le langage politique, on voit dans le langage économique et on voit dans le langage de la publicité. Par exemple, je veux réserver maintenant un hôtel. Et ce qui se passe, c'est qu'immédiatement, l'algorithme commence à me dire « Attention, il faut vous décider immédiatement, il ne reste qu'une chambre à ce prix-là. » Et j'ai pris beaucoup de temps à découvrir que ça, c'est un algorithme. Ça, c'est un truc publicitaire pour m'empêcher de quoi? Pour m'empêcher d'une chose très importante pour tout, c'est de réfléchir. Želite li da mi kažete, glas mi je bio kao iskrivljeni megafon unutar glave, da je pokušavao sam pronaći pravu reč, ali koja je reč bila prava? Nesrećnik, Isus Hrist? Ken se držao očinski pred mojom poteškoćom da asimiliram informaciju. Teško je u to poverovati, zar ne? Božji sin lično, savršeni 2 u 1, šampon i regenerator u samo jednoj ambalaži, zaražen ljudima od krvi i mesa, sposoban da krvari, prazni creva, osjeća apetit, ali s Božjim dodirom, obdaren jedinim dobrom koje nam je do danas uskraćeno. A to je? Ken je pokazao mrvu nestrpljenja u glasu. Čak je i strpljivi profesor mogao izgubiti strpljenje s najglupljim učenicima. Besmrtnost, naravno. Chacun de vos livres est un mélange de genres. Le Don divin est un roman d'aventure qui commence comme un polar, mais c'est aussi un roman avec des éléments du fantastique. Donc, le livre s'ouvre avec le détective privé qui est engagé à trouver une personne disparue. Et cette personne disparue, il ne sait pas qui c'est une personne qui est quelque part dans le monde. Et dès le début, on commence à rire, parce qu'il y a 8 milliards d'hommes sur la planète, et votre héros, il est engagé de trouver une personne. Alors, dans celui-là, Bojidar, c'était le slogan à l'édition portugaise, pas en portugais. Dans l'édition portugaise, c'était « Il ne sait pas, mais il va rencontrer Jésus ». Alors, le final, au contraire d'un polar, je disais déjà la fin. Votre détective privé, oui? Il est engagé pour trouver l'homme le plus connu de l'histoire mondiale, c'est Jésus. Oui. Et alors, pourquoi Jésus? Pourquoi vous avez choisi que cette personne disparue qu'il va retrouver serait Jésus, en plus vivant? Bon,
Jésus, c'est un peu comme Mona Lisa. On peut tout interpréter sur lui. Parce que ça commence comme un polar, mais à un moment, ça devient un roman de fiction scientifique. Parce que les méchants, c'est une entreprise pharmaceutique, une Pfizer quelconque, qui veut trouver le sang de Jésus pour y faire une sorte de produit immortalité pour les ultra méga riches. En réalité, je croyais faire science-fiction, mais ça c'est vrai. Il y a quelque part dans le monde quelques entreprises maléfiques pharmaceutiques en train de créer un produit qui peut s'appeler Immortel. Je pouvais travailler dans la publicité. Immortalex. Droit réservé, copyright Immortalex. Et faire une gélule Immortalex pour les méga riches. Da, tako je umro Samuel Spinoza, od ugriza jedne zmije. Mudri ili ne, ali u svakom slučaju dobro opskrbljene otrovom, a ja sam se rodio. Da, jednostavno tako. Mogao bih ja biti komplikovaniji, mnogo komplikovaniji, ali evo ipak jedne najobičnije moguće rečenice. Umrla je osoba koja je bila Sam Spinoza, a na njegovom mestu rodio sam se ja, koji se isto zovem Sam Spinoza. Ili sam se tako zvao neko vreme, jer sada imam drugo ime. Ali to nije važno za ovaj slučaj. Barem ne za sad. Votre héros dans le Don divin, c'est un personnage qui ne croit en rien. Et vers la fin du livre, il commence à croire. Là, il y a vraiment un changement, une métamorphose dans ce personnage principal. Et cette métamorphose, c'est la grosse aventure. C'est la grosse aventure, c'est la métamorphose qu'il subit. Et il subit pourquoi? Parce qu'au milieu du livre, il meurt. Oui, c'est aussi encore une chose. Comme Jésus, il meurt, puis il ressuscite. C'est peut-être, sans que je le sache, un côté un peu catholique. Ma famille était athée depuis des lustres. Alors, j'ai jamais rien eu à voir avec le catholicisme, mais le catholicisme avait quelque chose à voir avec moi. Alors le bouquin, peut-être que c'est un bouquin religieux, parce que c'est un bouquin d'un homme. Si vous regardez, ça fait penser à Flaubert, à la légende de Saint Julien, le conte de Flaubert, qui est comme tous les contes de saints, surtout des saints du catholicisme, ils ont commencé par être des barbares et des sauvages sanguinaires, et finalement, ils sont devenus bons. Pour être un bon saint, il faut être méchant avant. Que veut dire la religion aujourd'hui? Est-ce que ce livre est en dialogue avec la religion, en quelque sorte, ou pas? Pour moi, la littérature est un système non systémique, est un non-système. Et la littérature est une force qui ne veut pas avoir raison. Entre deux forteresses, entre deux châteaux, qui veulent avoir raison et avoir le monopole de l'explication du monde. D'un côté, la religion, un discours organisé sur tous nos mœurs, sur les mœurs individuelles, sur la façon dont la politique doit s'organiser, sur le rapport entre hommes et femmes. Alors les religions veulent tout expliquer. Et d'un autre côté, il y a la science, qui de plus en plus est une nouvelle religion, et qui a en commun avec la religion que les deux ont des gens très honnêtes et très savants dans leur organisation, dans leur mafia, mais les deux sont aussi pleines de cocasses et de coquins et de malins et de médiocres. Et ce qui est drôle, c'est que je crois que l'art et la littérature, c'est ça qui va sauver le monde. Va sauver le monde parce que c'est la seule force qui ne veut pas avoir le pouvoir. Et c'est la seule force, c'est la troisième force, qui se définit précisément, par
par ne pas vouloir avoir le pouvoir. B, par s'annihiler dès le moment où ça sert le pouvoir. Et 3, parce que c'est la seule qui a vraiment humour et qui n'a pas de problème, qui adore avoir tort. Si vous voulez un artiste, si vous trouvez un artiste qui sait tout expliquer, c'est pas un artiste, c'est un idiot, ou un scientifique, ou un religieux.